France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Jean-Michel Ribes, vous sortez donc 1001 morceaux, un livre autobiographique. C'est pas le récit d'une vie dans l'ordre, mais ce sont des fragments en fait, parfois même des miettes, comme vous les appelez vous-même. Un livre qui a une forme originale, qui vous ressemble d'ailleurs, parce qu'il part dans tous les sens. Il porte bien son nom, 1001 morceaux. C'est clair, vous ne vouliez pas d'une bio traditionnelle d'ailleurs. C'est la première fois que vous vous racontez un peu dans un livre. Qu'est-ce qui vous a décidé ? Oui, à vrai dire, ça fait longtemps que des insouciants me demandent de faire une biographie, de m'interviewer, etc. J'ai toujours refusé. C'est quelque chose qui... non pas que je ne m'intéresse pas à moi-même, je me trouve parfois assez intéressant, mais non, je n'aimais pas du tout ça. C'est bon. Et puis, c'est une éditrice qui s'appelle Sophie de Sivry qui avait réussi à faire un livre avec mon meilleur ami qui est Gérard Garousse, qui avait fait ce livre formidable qui s'appelle L'Intranquille avec Judith Pérignon. Et qui, à un dîner, m'a dit « Oh là 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 là, écoute, etc. » Et je ne sais pas pourquoi. Il me dit « Mais dites-moi simplement un titre. » Alors, je lui dis « Si je devais écrire un livre, ça serait 1001 morceaux parce qu'on a plusieurs vies, on est découpé. Je ne sais pas comment les relier. Je ne suis pas quelqu'un de tout à fait harmonieux. Je ne suis pas équipé vraiment pour traverser la vie d'une manière correcte. Donc, ce serait des éclats comme ça et plutôt sous une forme de nouvelle. Je me raconterais comme si j'étais un personnage qui m'intéresserait. Je voudrais un livre où je m'épate. Et voilà. Donc j'ai essayé de le faire, mais tout est vrai. Dans celui-ci ? Non, je ne m'épate pas. Je m'épate pas, mais je trouve finalement que je ne me suis jamais confié d'une façon, je veux dire, obscènement intime. Ouais. C'est-à-dire, tout d'un coup, vous savez, les gens qui se racontent comme si ça allait intéresser tout le monde. Non. Je crois qu'il y a pas mal de retenue et j'ai écrit des choses qui m'amusaient à écrire. Je me suis réamusé, je me suis réinventé. Votre fille, Alexis, qui est comédienne, à la lecture de ce livre, vous avez fait remarquer justement que vous ne parliez beaucoup d'amitié, mais pas d'amour. Est-ce que c'est parce que c'est obscènement intime, selon vous Non, c'est pas obscènement intime, mais je pense que l'amour est... Enfin, à part peut-être de Ronsard ou quelques poètes, je pense que parler d'amour, c'est un peu raconter la peau morte d'un vécu. Et je pense que l'amour, c'est quelque chose de bien compliqué à écrire parce qu'il faut le revivre. Et quand on le revit, c'est un peu froid. Ah ouais. Il paraît qu'en parlant d'amour, d'ailleurs, que vous aviez volé votre première femme à André Dussolier, qui vous a dit récemment qu'il le regrettait. Je ne suis pas volé, il n'a pas réussi à la prendre, c'est tout. Vous êtes un amateur d'ennui, par ailleurs, ce qui n'est pas courant. Jean-Michel Ribes, vous racontez dans ce livre que tous les dimanches midi, Jacques Dutronc vous conviait, avec Jacques Villeray, à vous ennuyer dans le hall d'un hôtel, l'hôtel le plus ennuyeux de Paris d'ailleurs, oui. Le PLM Saint-Jacques. Pour ceux qui l'ont connu, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on était tellement tout le temps dans la folie avec Jacques, les deux Jacques, là, que maintenant on aimait aller vraiment dedans. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui était comme ça, qui aimait le sans-intérêt, c'était Jean Carmé. J'adorais ça. Je me souviens, j'avais tourné des films avec lui, il me dit viens voir, j'ai trouvé un bistrot, il ne se passe rien, le type est totalement inodore, c'est magnifique. Et là, c'est vrai qu'on passait des dimanches entiers à cet hôtel et on regardait les gens où vraiment... C'était Jacques Dutronc, l'instigateur du truc quand même. C'est lui qui vous disait venez, on va s'ennuyer tous les dimanches. Et on s'apercevait qu'on était dans une densité de néant et d'ennui qui était passionnante. Et quand on se quittait, on se disait on va se quitter pendant une semaine, là où on va vraiment s'ennuyer. Alors que là, on ne s'ennuyait pas tellement, surtout qu'après, on faisait des tas de choses. Ça se terminait par l'achat d'un certain nombre d'objets que vous distribuiez. Oui, parce que c'était près de Sainte-Anne, alors, et qu'on demandait d'y aller le dimanche. Un hôpital psychiatrique célèbre qui a guéri, hélas, beaucoup de gens qui peut-être étaient des génies. Et donc, ils sortaient, il y avait les fous qui sortaient, enfin, ce qu'on appelle les fous, qui ne sont pas des fous pour moi, mais qui sortaient faire une promenade. Et alors là, on achetait à la boutique tous les souvenirs, vous savez qu'il y a des hôtels, les Tours Eiffel, les Jocondes, etc. Et on les distribuait dans la rue à tous ces gens qui nous les donnaient. Ils n'avaient pas peur du tout, ils voyaient bien qu'on faisait partie de la bande. Oui, c'est ça. Il y a aussi quelques souvenirs d'enfance dans le livre. Jean-Michel Ribes, vous avez eu votre premier public en la personne de votre grand-mère. Quand elle venait le soir vous dire bonne nuit, un soir, vous jaillissez du lit et vous la faites littéralement pisser de rire. Oui. En l'occurrence, qu'est-ce que vous aviez fait ? J'adorais la choquer, donc je bondissais sur le lit et j'attrapais mon sexe quand on est petit, qui s'appelle une bistouquette, et je la remuais comme une cloche en faisant ding-dong, elle était outrée, etc. Elle se tenait le ventre, elle finissait. Ouais, vous écrivez, ma grand-mère, après avoir sursauté, s'étouffait, s'éloignait, puis était saisie d'un fou rire qui s'amplifiait. Elle se tenait le ventre, croisait ses jambes en les serrant de toutes ses forces, me suppliant d'arrêter, puis finissait par s'abandonner dans un
un pipi qu'elle ne pouvait retenir et qui se répandait sur le plancher. J'avais gagné. Est-ce que vous attendez ça de vos spectateurs aussi? Oui, oui, bien sûr. Je pense que quand les théâtres deviennent de véritables grands urinoirs, c'est gagné. Jean-Michel Ribes, vous racontez aussi comment vous avez serré Mireille Mathieu dans vos bras. C'était à la fête de l'Humain. Ça fait partie des souvenirs qui sont restés gravés comme ça? Non, ça fait partie des souvenirs que vous choisissez, Ouais, vous, exact. mais c'est pas ceux que moi je mets vous en en parlez exergue. quand même, Mais vous en ça. parlez. Oui, j'étais à la fête de l'Humanité. J'étais régisseur et il y avait une baraque de chantier derrière la scène où on protégeait les stars qui venaient. C'était d'ailleurs en 68. Et Mireille Mathieu était dans cette petite baraque de chantier et les gens l'avaient su, donc avait débordé la scène, était arrivé derrière et l'avait entouré, avait presque soulevé la baraque de chantier, elle hurlait. Il y avait des photos qui passaient entre les planches pour être dédicacées. Et donc je me suis retrouvé avec Mireille Mathieu me serrant comme son sauveur dans ses bras, comme quoi le communisme mène à tout. Jean-Michel Ribes, vous n'êtes pas seulement un homme de théâtre, c'est à vous qu'on doit ça aussi. Palace, c'était sur Canal+, puis sur France 2. Une saison seulement, 6 épisodes. Et c'est resté culte. Vous le disiez tout à l'heure, c'est la pub de la MAF, d'ailleurs. Vous aimeriez relancer la série? Vous savez, c'est une histoire très étrange. C'est l'histoire de Palace, parce que j'avais fait avant Merci Bernard, on avait fait ça avec 3 bouts de ficelle. Christian Fechner, quelques années après, vient me trouver, me dit il faut faire quelque chose de fort, il faut faire quelque chose comme ça. Christian Fechner, qui est un producteur. Oui, qui est un producteur, un grand producteur de cinéma, et qui voulait s'emparer de la télévision en faisant des shows comme à l'américaine, très fort, etc. Donc, il me dit, on m'a dit que vous pourriez. Donc, moi, je lui propose mes amis, c'est-à-dire Wolinski, c'est-à-dire Topor, mon frère, et ça. Il me dit, oui, allons-y. Et il me dit, je ne sais pas pourquoi, faisons rêver les gens. Puis le mot Palace est arrivé et on a écrit pendant 4 mois, jour et nuit, des tas de choses. Mais on ne voulait pas faire une histoire de Palace. Non, on a fait rentrer le monde dans Palace. C'était l'endroit, puis c'est le moment des Golden Boys, de l'argent. Il y avait des corridas, il y avait enfin tout, on faisait tout dans Palace. C'était surtout tous les sentiments humains qui étaient dans Palace. Absolument, absolument. Avec des acteurs formidables. Et puis, au moment de faire Palace, il me dit, je lui dis, mais on va aller où? On va aller au Crillon, on va aller où, au Ritz? Comment vous allez faire? On va pas arrêter les touristes japonais. Il dit, non, je vais racheter les studios de Boulogne. Et je trouvais que c'était formidable, très élégamment, de dire non, parce qu'on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas être arrivé à acheter les studios de Boulogne. Il l'a fait, il a acheté les studios de Boulogne. On a construit 3000 mètres carrés de décor, c'était ahurissant. Il y avait des costumes, on pourrait être... C'était un peu hollywoodien, comme ça. Et au moment de tourner, 15 jours avant, toutes les télés disent non. Et on se retrouve avec ce truc-là qui était pas à faire. Et finalement, vous avez eu Canal+. Oui, on a eu Canal+, on a eu l'Escure qui nous a sauvés, et ça s'est fait. Voilà. Et quand ça s'est arrêté, on a tourné quand même pendant presque 8 mois. Puis on a fait des années sur Canal+, sur France 2, sur M6, etc. Et quand le tournage s'est arrêté, la deuxième partie était écrite. Il nous l'avait demandé. C'était d'ailleurs... votre ami Gérard Depardieu, cher monsieur, qui devait commencer avec Adjani. Je m'en rappelle. Oui, et tout d'un coup, le PDG de Contamine part de France 2 et on attend quelqu'un d'autre. Et personne ne vient pendant des mois et des mois et des mois. Donc, le studio, Fechner garde le studio ouvert sans personne et au bout d'un moment, il fait détruire le décor parce qu'il ne peut pas. C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu davantage. Alors, voilà. Jean-Michel Ribes, 1001 morceaux, c'est publié aux éditions L'Iconoclaste. Ce sont des éditions qui s'appellent comme ça par hasard? Non, ça n'a rien à voir avec vous? En tout cas, je ne sais pas, peut-être que ça a à voir. Non, c'est Sophie de Civray qui s'occupe de ça. Et, oui, mais enfin, vous qui êtes justement un iconoclaste, c'est assez, peut-être, assez drôle. Je ne sais pas, il y a une petite... Si c'est assez drôle, tant mieux. Alors. Vous restez avec nous jusqu'à 13h30 aujourd'hui. Dans un instant, c'est Thierry Garcia. Allô les stars. On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. Un Français sur 3 joue aux jeux vidéo. Sur le portable, on pense à Candy Crush. Sur ordinateur, en ligne, du plaisir à l'addiction. On se dit tout avec le concepteur de jeux vidéo Fibre Tigre. On se dit tout avec Vanessa Lambert. Ce soir, de 21h à minuit sur France Bleu. France Bleu, France Bleu, France Bleu. France Bleu Midi, ensemble.
Daniela Lombroso. C'est Jean-Michel Ribes qui est votre invité aujourd'hui pour son livre 1001 morceaux qui sortira demain en librairie. Mais tout de suite, c'est Thierry Garcia. Allô les stars.